Bonjour, et ben l'objectif c'est de faire un tour d'horizon de ce premier chapitre d'algèbre linéaire que l'on vient de terminer, pratiquement de terminer, de faire un tour d'horizon des différentes méthodes finalement que vous avez à connaître pour savoir répondre à toutes les questions qui sont des questions standards d'algèbre linéaire. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis sur le tableau les différentes notions qui donnent lieu aux différentes questions sur ce premier chapitre, et puis à chaque fois, ce que j'ai mis en rouge, c'est une référence d'exercice. Donc M25-8, ça veut dire l'exercice 8 de la feuille Math 25, qui est en rapport avec la notion, avec la méthode qui est évoquée. Alors tout d'abord, en algèbre linéaire, les premiers outils qu'on a introduits, ce sont les acteurs principaux, qui sont les espaces vectoriels. Alors, il faut connaître la définition, au moins de loin, disons, un espace vectoriel, c'est un ensemble dans lequel on dispose de deux lois, qui sont l'addition, la multiplication par un scalaire. Une fois que vous avez ça en tête, le plus important, c'est de retenir les théorèmes généraux, entre guillemets, qui affirment que les espaces usuels dans lesquels on a travaillé depuis le début de l'année sont des espaces vectoriels, donc notamment l'espace vectoriel des polynômes, l'espace vectoriel des matrices, l'espace vectoriel des suites, l'espace vectoriel des fonctions de classe, ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des espaces vectoriels. Donc connaître les acteurs principaux, c'est ce qu'il y a à retenir sur cette première partie. Ensuite, on a vu la notion de sous-espace vectoriel. Alors on l'a déjà évoqué un certain nombre de fois, il y a trois méthodes. Plutôt, on a vu trois méthodes essentielles pour montrer quelque chose est un sous-espace vectoriel, celle avec les trois axiomes, SEV1, SEV2, SEV3, celle où on montre que la partie qu'on considère, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs donnés, et puis celle où on montre que la partie que l'on considère est le noyau d'une application linéaire. Donc pour la première méthode, la méthode générale, exercice 8 de la feuille Math 25, on montre que le comitant d'une matrice, je crois, un truc comme ça, est un sous-espace vectoriel. Pour le deuxième, avec les familles génératrices, donc exercice 2 de M28, et celle avec le noyau, exercice 2 de M29. La méthode numéro 2 fait intervenir une nouvelle notion, qui est celle de famille génératrice. Donc on parle de famille génératrice d'un espace vectoriel ou d'un sous-espace vectoriel. Là aussi, finalement, il y a deux choses à connaître. Donc la première, c'est qu'il faut déjà connaître les familles génératrices, qu'il est bon de connaître les familles génératrices des espaces vectoriels usuels. Donc pour l'espace par exemple des polynômes à coefficient réel de degré au plus 3, connaître une famille génératrice au moins qui est 1x, x2, x3. Vous savez qu'il y en a d'autres que je ne vais pas reciter ici. Et puis, par exemple, dans l'espace des matrices carrées à n lignes et n colonnes à coefficient dans le K, vous avez les matrices élémentaires qui constituent donc une famille génératrice de cet espace vectoriel. Il faut aussi savoir comment on fait pour déterminer une famille génératrice d'un espace vectoriel. Alors il y a plein d'exemples là-dessus, et notamment tous ceux de la feuille d'exercice Math 26. D'accord, à chaque fois, c'est pas exhaustif. Quand je donne une référence d'exercice, c'est un exercice, mais il y en a d'autres. Ensuite, le gros point de la suite du chapitre, ça a été l'étude des applications linéaires. Donc sur les applications linéaires, il faut connaître la définition, c'est-à-dire f de lambda u plus mu v est égal à lambda f de u plus mu fois f de v, pour pouvoir montrer pratiquement qu'une application est une application linéaire. Donc exemple, alors il y en a plein dans les feuilles d'exo, ici j'ai juste mis deux exemples qui sont les exos 3 et 4 de la feuille M29. Et puis, après, il y a des déclinaisons de ceci, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'une application qui est un peu plus que linéaire, alors qui peut être un endomorphisme, un isomorphisme ou un automorphisme. Donc là aussi, j'ai mis trois références. Donc pour endomorphisme, l'exo 2 du test que vous avez fait jeudi. Pour isomorphisme, l'exo 3 de la feuille d'exercice Math 32. Pour automorphisme, l'exo 3 de la feuille d'exercice Math 31. Et donc à chaque fois, il faut être capable de savoir ce que ça signifie pour répondre à la question, montrer que telle application est linéaire et puis est mieux que ça, un endomorphisme, un isomorphisme ou un automorphisme. Ensuite, toujours dans l'étude des applications linéaires, vous avez quelque chose d'autre. Une fois que vous avez montré que votre application est linéaire, vous pouvez en déterminer le noyau, en déterminer l'image, et c'est ce qui permet aussi souvent de répondre à la question qui est est-ce que l'application est un isomorphisme ou un automorphisme. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que quand on vous demande déterminer le noyau, vous avez à résoudre une équation, et l'équation que vous avez à résoudre, c'est f de v égale vecteur nul, et cette équation-là, elle peut avoir différentes déclinaisons, différentes formes, suivant que vous travaillez avec des suites, avec des fonctions, avec des matrices, avec des équations différentielles, et donc ça peut donner lieu, du coup,
à des questions sur les SRL2, les équations différentielles linéaires d'ordre 2, ou sur des équations polynomiales. Donc voir aussi les exercices que l'on a fait sur le thème des déterminations de noyaux et d'images pour des exemples de ceci. Pour l'image de f, je l'ai déjà évoqué dans la correction du test de jeudi. Donc pour l'image de f, en fait, il faut savoir que pratiquement, pour l'instant, il est très important, parce que vous n'avez pas trop d'autres moyens, de connaître la propriété du cours qui dit que pour déterminer l'image, on utilise une famille génératrice de l'espace vectoriel de départ, V1, Vn, et l'image de f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par f de V1, f de Vn. D'accord? Donc, on résume. Méthode pour déterminer le noyau, on résout une équation, f de v égale vecteur nul. Méthode pour déterminer l'image, on va chercher une famille génératrice de l'espace de départ, et on calcule l'image de cette famille génératrice par f. Pour finir ce chapitre-là, la dernière notion en date, et la dernière dans ce chapitre, est celle de somme de sous-espaces vectoriels et de sous-espaces supplémentaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le théorème qui caractérise les sous-espaces supplémentaires. Donc f et g sont supplémentaires dans E. E est la somme directe de f et de g. Si et seulement si, E est la somme de f et de g, et si l'intersection de f et de g est réduite au vecteur nul, donc c'est ça, cette propriété-là, qui est la plus importante dans cette partie. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est montrer que l'intersection, c'est le vecteur nul. Alors ça, c'est pas trop compliqué. Vous prenez un vecteur, vous supposez qu'il est dans f et dans g, et vous traduisez les hypothèses, et si tout va bien, vous arrivez à montrer que c'est le vecteur nul. Pour montrer que E est la somme de f et de g, pour montrer que E est égal à f plus g, une méthode, on utilise l'analyse synthèse, et comme illustration de cette affirmation, voir les exercices de la feuille que je vous ai postée vendredi, donc la feuille 35, et celle que je vous ai postée ce week-end, la feuille 35B, et de manière à ce que vous puissiez vous entraîner et puis à vérifier que vous avez compris, j'ai déjà mis les corrigés en ligne de ces deux feuilles d'exercice-là. Donc voilà pour ce petit topo, et finalement ce topo résume toutes les questions basiques que l'on peut vous poser en algèbre linéaire et toutes celles que je ne manquerai sans doute pas de vous poser lors du test de jeudi prochain. Voilà, bon travail à vous, bonne révision et à très bientôt.